Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans le webinaire Teams organisé donc par la société Eliade. Notre objectif, c'est d'un petit peu présenter l'intérêt que la solution Teams peut avoir dans votre contexte. Donc, veuillez noter que dans cet événement qu'on utilise en capitalisant les possibilités de Teams, vous avez en fait dans l'interface la possibilité de poser des questions et réponses, de poser vos questions et qu'on y apporte nos réponses. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions illustrées dans le temps qui nous est alloué ce jour. Mais veuillez noter qu'on prendra systématiquement note de chacune des questions pour y répondre après la présentation. Donc, on a constitué un support PowerPoint qu'on va pouvoir vous diffuser à l'issue de ce webinaire. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter les possibilités de Teams pour que vous puissiez, vous, les interpréter dans votre contexte. Donc, on est deux à animer ce webinaire au sein de la société Eliade. Donc, moi-même, c'est Yann Kernanek, je suis directeur technique et plus spécifiquement en charge de la gouvernance en conduite de changement. Et ce jour, je suis accompagné de Mathieu. Moi, je suis consultant en solutions collaboratives, donc tout ce qui est SharePoint, Teams et compagnie. Et donc, je suis sous Yann pour vous aider au quotidien. Alors, donc, cette présentation, elle va se dérouler en plusieurs temps. Donc, on a constitué le support, on va s'en servir, et après, on va vous faire un petit peu de démo. Donc, Mathieu, je t'invite à lancer le diaporama. Donc, Teams, aujourd'hui, l'objectif de cette solution, en fait, c'est de faciliter la vie des utilisateurs pour appréhender les nouveaux scénarios collaboratifs. L'état des lieux aujourd'hui fait qu'il y a une mixité de solutions qui sont utilisées par vos utilisateurs. Et cette mixité de solutions fait qu'on peut se retrouver avec de plus en plus de scénarios de mobilité, de nomadisme, de plus en plus d'échanges avec des personnels externes à l'entité, des travaux transverses, de la communication dans tous les sens. Et l'objectif de Teams, c'est d'agréger différentes solutions collaboratives au sein d'une même interface. Alors, il est important de signifier que Teams n'est pas simplement un nouvel outil sur lequel il va falloir se former pour pouvoir utiliser les solutions Office 365. Ce n'est pas le cas. Teams, c'est un super levier pour, entre guillemets, faire évoluer les méthodes de travail au sein de votre structure, pour limiter la prolifération des mails, pour échanger de façon simple, rapide, avec une bonne information qualifiée, et de pouvoir en fait visualiser les plateformes qui sont ouvertes à l'externe vis-à-vis des utilisateurs, et du coup que ce soit plus facile de gouverner et de superviser un peu tout ça. Donc, état des lieux un petit peu des solutions collaboratives. Aujourd'hui, on se rend compte que si le service informatique ne fournit pas une mixité de solutions permettant de couvrir les besoins des utilisateurs, les utilisateurs vont les chercher ailleurs. C'est ce qu'on appelle le shadow IT. Donc le shadow IT, c'est le fait d'utiliser un service qui n'est pas, entre guillemets, supporté par le service informatique. Et sachez que vos utilisateurs, aujourd'hui, en 2020, s'il n'y a pas de solution simple, ils vont chercher les solutions qu'ils pratiquent tous les week-ends avec leurs amis, et ils échangent des documents avec du Dropbox, du WeTransfer, du Slack et autres, du WhatsApp. WhatsApp marche très bien auprès des comités de direction parce qu'ils trouvent que c'est super d'avoir un groupe pour s'échanger des informations, sauf que ces solutions, c'est des solutions grand public sur lesquelles on n'a pas de contrôle vis-à-vis des informations qui sont diffusées. Donc, avant de rentrer plus dans le détail de Teams, il est toujours bon de se mettre d'accord sur les termes qui sont utilisés. Et c'est la raison pour laquelle il y a une petite section glossaire qui a été créée. Donc, tout de suite, on se met d'accord sur ces termes. Donc, les espaces collaboratifs historiques d'Office 365, donc on a du OneDrive et on a du SharePoint. Veuillez noter, nous, on a une perception de OneDrive, donc c'est l'espace personnel de stockage des données professionnelles de l'utilisateur. L'utilisateur est responsable de son OneDrive entreprise, c'est lui qui en est propriétaire et c'est lui qui classe ses données, c'est lui qui décide ou pas de les partager avec l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la position du jeu. C'est mon espace, c'est mon disque dur virtuel hébergé sur le cloud. Pour rappel, OneDrive Entreprise, c'est un capacitif d'1 téraoctet de données. Dans les plans entreprise classique et business classique, quand on est sur des plans first line, c'est limité au niveau de la taille.
par rapport, donc on a OneDrive, le jeu. Le SharePoint, c'est le nous, c'est-à-dire c'est l'espace commun de stockage, de partage et de traitement automatique des données pro. Quand on part d'un écosystème classique informatique, quand on a des serveurs de fichiers en fonction, que les gens le matin, quand ils ouvrent leur session, ils se connectent à un lecteur personnel et ils se connectent à des lecteurs communs. En général, les lecteurs communs, ça correspond aux lecteurs qu'on a vis-à-vis des différents services auxquels on appartient. Un comptable va être interfacé avec un lecteur commun compta, quelqu'un de la direction vis-à-vis d'un lecteur direction, etc. Quand on part de cet écosystème-là, de serveurs de fichiers, on peut facilement projeter l'utilisation des espaces collaboratifs Office 365 pour dire, mon lecteur personnel, il va être remplacé par l'espace OneDrive Entreprise, et mes lecteurs communs vont être remplacés par des bibliothèques de fichiers SharePoint Online. Comme ça, c'est hébergé au niveau du cloud, c'est sécurisé par l'identité Office 365, et j'y accède depuis n'importe quel point de connexion, avec n'importe quel device, s'il n'y a pas eu de blocage au niveau des accès de périphériques autorisés. Et du coup, le télétravail est facilité, l'accès à l'information est facilité, on n'est pas forcément obligé d'être connecté au bureau ou en VPN pour accéder à sa donnée. Donc déjà, il y a un côté un peu sympa. Par contre, quand on part des serveurs de fichiers classiques, il est bon c'est un conseil qu'on vous donne en tant qu'intégrateur. Le OneDrive vous donnez la possibilité aux utilisateurs d'utiliser leur espace OneDrive Entreprise comme ils l'entendent. Par contre, au niveau du SharePoint, pour éviter que tout le monde partage de la donnée qui peut être critique vis-à-vis de l'externe ou vis-à-vis de partenaires, il est bon de bloquer la possibilité de partager les espaces SharePoint Online à l'externe. Comme ça, ça redevient, entre guillemets, un peu comme vos serveurs de fichiers avec vos lecteurs communs. Et on va ouvrir une nouvelle possibilité pour échanger avec les externes, des fichiers, pour avoir un fil de conversation permanent, des connecteurs et compagnie. C'est là que Teams représente un véritable intérêt. C'est-à-dire, je récapitule, on a le OneDrive qui est à la libre utilisation des utilisateurs. Chaque utilisateur a un OneDrive. On a un SharePoint Online qui est structuré en bibliothèque de fichiers pour reprendre vos arborescences de données communes. Et ce SharePoint Online, on ne partage pas la donnée à l'externe. Et on a des espaces Teams qui vont permettre de gérer des projets ou des process en interne et en externe, avec la possibilité d'inviter des personnes extérieures au SI. On va revenir sur ces concepts. Également, dans le glossaire, il est bon de présenter les différents types d'objets Exchange Online. Donc, sur Exchange Online, pour tous ceux qui ont une messagerie, même sur Exchange, c'était déjà le cas, sur des infrastructures à demeure, sur Exchange Online, on a 3 types d'éléments principaux. On a les boîtes aux lettres, donc chaque utilisateur a une boîte aux lettres et sur lequel il peut émettre et recevoir des mails. Les boîtes aux lettres partagées. Alors, une boîte aux lettres partagée, c'est une boîte aux lettres sur laquelle on met des permissions pour plusieurs utilisateurs pour qu'ils puissent recevoir et émettre des messages. Exemple concret, moi j'ai une boîte aux lettres Yann Kernanek, Mathieu il a une boîte Mathieu Servien. On pourrait très bien avoir tous les deux une boîte aux lettres partagée collaboration eliad@eliad.fr et avoir la possibilité d'accéder à cette boîte pour consulter les mails et en émettre. Troisième type d'objet, on a les listes de diffusion, listes de distribution, groupes de distribution. Les termes divergent en fonction des contextes dans lesquels on les utilise, mais une liste de diffusion, c'est classique, c'est une adresse à laquelle on écrit et plusieurs personnes font partie de cette adresse et du coup reçoivent les communications. Avec une liste de diffusion, on est dans l'incapacité totale d'émettre des messages. Si on veut émettre au nom de la liste, il ne faut pas que ce soit une liste, il faut que ce soit une boîte aux lettres partagée. On pourra réexpliciter ces concepts. Quand on parle de collaboratif, il y a 4 pans en fait à couvrir au niveau de la collaboration. Il faut être en mesure de communiquer une information, il faut être en mesure de partager une information, il faut être en mesure de collaborer. Donc, quand on parle de collaboration et notamment de la fonctionnalité de collaborer, l'objectif, c'est de disposer des nouveaux services, par exemple la coédition.
pour reprendre l'image de tout à l'heure, quand on est sur des serveurs de fichiers, si le voisin a ouvert le fichier, on est dans l'impossibilité d'aller agir sur le contenu de ce fichier, on peut simplement le visualiser parce qu'il est en lecture seule. Donc ça, quand on a embrassé et quand on a fait le pas du passage vers le cloud et notamment d'Office 365, on a des scénarios de coédition qui sont disponibles et l'objectif de la coédition, comme son nom l'indique, c'est d'être à plusieurs sur le même document pour pouvoir l'enrichir. Dans le contexte Eliade, on travaille avec des fichiers Excel, avec des fichiers Word, avec des fichiers PowerPoint, et tous les jours, on est plusieurs à modifier les contenus de ces fichiers pour les enrichir et pour les versionner. Premier usage disponible quand on parle du pan collaboré, c'est la coédition. Et le quatrième pan de la collaboration qu'il faut couvrir, c'est la recherche d'informations. Parce qu'en fait, on se rend compte que vos utilisateurs, au quotidien, communiquer, à la limite, aujourd'hui, on peut encore tout faire avec la boîte mail. C'est-à-dire que dès que j'ai une information à communiquer, je crée un mail, je l'envoie à plusieurs personnes. Ces personnes me font chacun leur retour. Ça multiplie les versions des fichiers qui ont été associés en pièces jointes. Ça multiplie les échanges de mails et on perd un temps conséquent, ne serait-ce qu'à fusionner les informations qui reviennent. Pour partager, on peut également utiliser la boîte mail. J'utilise les pièces jointes et j'envoie mes données en interne comme en externe, par mail. Ce n'est pas l'idéal, mais ça reste encore possible. Collaborer, c'est pareil. Rechercher, c'est pareil. On peut utiliser les fonctionnalités de recherche disponibles dans la boîte aux lettres. Mais ce n'est pas parce que la boîte aux lettres Outlook et Exchange Online permet de couvrir ces usages que c'est les bons usages à utiliser. Aujourd'hui, en 2020, on ne peut plus se contenter d'utiliser sa boîte mail pour émettre, recevoir des informations. Et nous, on considère, en tant qu'experts de la collaboration, que la boîte mail, elle est idéale pour faire de la communication ciblée. En plus, quand on envoie un mail, c'est de la collaboration qui est asynchrone parce qu'on ne sait jamais quand les destinataires du mail vont nous répondre ou même s'ils vont traiter le sujet qu'on adresse dans le mail. Donc, on va utiliser des outils modernes. Veuillez noter qu'avec Teams, on va pouvoir couvrir les 4 pans de la collaboration. On va pouvoir communiquer avec les membres du Teams, on va pouvoir partager de l'information parce qu'on va mettre à disposition des fichiers et du coup, on peut facilement collaborer sur les documents qui font partie du Teams. On collabore, on a de la coédition, de la collaboration synchrone au sein du Teams et on peut également utiliser la fonctionnalité de recherche pour rechercher dans les fichiers, dans les conversations et dans les individus qui ont été ajoutés au sein du Teams. Donc, remarquez que c'est quand même sympa de pouvoir couvrir les 4 cas d'usage avec une seule et même interface. Au niveau des cas d'usage de Teams, il y en a moult. On peut en décliner à l'infini, sur du marketing, des ressources humaines, de l'IT, du dev, de la finance, de la gestion de projet. Aujourd'hui, j'ai des petits challenges. En fait, c'est d'utiliser différentes fonctionnalités disponibles dans Teams pour permettre à mes clients de gérer, de faire de la chefferie de projet, de la gestion de projet, sans forcément utiliser le fameux outil Microsoft Project, qui n'est pas super intuitif ni convivial à utiliser. Donc, je vous en ferai la démo. On va partir dans la description de l'interface. Donc, pour décrire l'interface de la solution, je vais partager mon écran. Hop, comme ça, vous avez vu mon beau fond d'écran. Alors, vous avez ici la description de l'interface Teams. En première lecture, on remarque les différents boutons disponibles dans l'interface de gauche. Ces différents boutons, donc activité permet en fait ça recense l'intégralité des éléments qui ont été diffusés au sein des groupes auxquels on appartient. Donc dans activité, on va voir par exemple que Mathieu a répondu à une conversation, que Marine prépare un nouveau webinaire ou un nouveau séminaire. Enfin, activité reprend un petit peu tout ce qui s'est passé avec les dates, les différents statuts des personnes avec lesquelles on collabore dans Teams. Conversation, donc le volet conversation permet de discuter et de visualiser ce qui se passe dans les différentes conversations qu'on mène avec les collaborateurs. Donc ça, c'est un petit peu le volet qui reprend
Skype. Skype est en arrêt l'année prochaine. Le Skype Entreprise online intégré dans Office 365 n'est plus disponible au sein des abonnements Office 365 et le service est déprécié, s'arrêtera en 2021. Donc Teams remplace Skype, mais Teams c'est tout sauf Skype. C'est-à-dire qu'avec Teams, on fait de la réelle collaboration, tandis qu'avec Skype, c'était uniquement de la webconférence, de l'instant messaging. Troisième bouton, les équipes, permet d'accéder à toutes les équipes dont on fait partie. Petite subtilité, dans chacune de ces équipes-là, le propriétaire peut inviter des externes s'il le souhaite pour discuter de ses projets. Calendrier. Alors, calendrier reprend, là vous voyez mon calendrier, hein, je ne vous cache rien. Donc, le calendrier reprend la semaine de travail qui est décrite dans mon Outlook, dans mon calendrier Outlook. Je peux faire une vue à la journée, une vue à la semaine de travail. La semaine, il y a quelques temps, on ne l'avait pas encore. Veuillez noter que d'ici peu, on aura une visualisation mois au sein de Teams. Donc ça, l'objectif, c'est de créer des événements rapidement, de rejoindre des événements rapidement, de créer des nouvelles réunions, des nouvelles webconférences au sein de Teams. Petite subtilité chez Eliade, veuillez noter que nous, on a un bouton appel parce qu'on a choisi, entre guillemets, d'utiliser la téléphonie Skype, la téléphonie Teams au sein de notre infrastructure. Et du coup, là, vous visualisez mon numéro de téléphone direct, que je peux donc composer des appels, émettre des appels, recevoir des appels sur ce numéro. Le gros avantage d'une téléphonie Teams, c'est que si cet après-midi, je ne suis pas sur mon lieu de travail, je suis en télétravail ou je suis chez un client, si vous me contactez sur ce numéro de téléphone fixe, c'est directement mon Teams qui va sonner et du coup, ma ligne fixe me suit partout où je me déplace parce qu'elle est interfacée avec Teams. Dans fichier, je retrouve tous les fichiers qui ont été uploadés, postés dans les différents canaux. Et vous voyez, j'ai une vue récente. Après, je peux voir l'intégralité des fichiers disponibles dans Microsoft Teams. Je suis également interfacé avec mon dossier téléchargement. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai énormément de documents partagés et énormément de documents disponibles dans Teams. Donc, je peux ouvrir mon dossier téléchargement et je retrouve l'intégralité des éléments que j'ai téléchargés pour directement les mettre à disposition. Et également mon OneDrive, qui est mon espace personnel avec mes données. Et petite subtilité sur OneDrive, on le voit en iconographie ici. Vous remarquez par exemple que le dossier Head for Mail est partagé, alors que par défaut, en fait, tous les autres dossiers sont privés. Il y a également d'autres boutons disponibles. Le temps est contraint durant ce webinaire, du coup, je ne peux pas expliciter l'intégralité des éléments. Bon, là, à titre d'information, email, c'est parce qu'on a la possibilité dans Teams d'aller directement épingler sa messagerie. L'objectif d'épingler sa messagerie dans Teams, c'est qu'avec un seul client déployé sur le poste de travail de vos utilisateurs, ils peuvent accéder à la messagerie, aux différents Teams, à leur espace OneDrive, et du coup, ils peuvent, au sein d'une seule et même interface, ils utilisent tous les outils de la suite Office 365, tous les outils corrélés au collaboratif. Ok, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, au niveau gauche, on a fait l'interface. Les différentes équipes, je vais vous les présenter. Ici, vous remarquez en haut à droite que j'ai un petit bouton qui correspond à Eliade, qui est ma structure. Et en fait, ce petit menu, là, quand je le déploie, j'ai plusieurs tenants Office 365 qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est ça? Ces tenants Office 365, en fait, c'est les tenants clients pour lesquels j'ai été invité dans des groupes. D'accord? Donc, c'est forcément sur les tenants de Microsoft, de Kering, de Delpharm &Co. Moi, je n'ai pas de compte Kering, Delpharm, Microsoft, Delpharm. J'ai été invité avec mon adresse professionnelle ykernanek@eliade.fr et du coup, ils ont choisi de m'inviter dans ces espaces pour que je puisse bosser, avec eux au sein des Teams, avoir le fil de conversation permanent, l'accès aux documents partagés et compagnie. Comme on est en webinar, on a ici
une iconographie qui me représente hein, avec mon profil. Et sachez que moi, j'apparais là directement en ne pas déranger. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui essaye de communiquer par l'intermédiaire de la conversation disponible, je ne serai pas notifié pour ne pas que ça pollue la présentation que je suis en train de produire. Donc c'est un petit truc sympa. Maintenant, je pourrais très bien quand même définir mon statut comme étant disponible et du coup être sollicité par mes collaborateurs ou par mes clients. OK ? De retour bientôt, apparaître absent, c'est à partir du moment où il y a un temps d'inactivité sur la session. Ça peut automatiquement basculer dans ce statut. OK, donc le zoom, paramètres. Alors dans paramètres, il y a des petites subtilités sympas. C'est que le dark mode, hein, les interfaces sombres sont très à la mode aujourd'hui dans les outils Microsoft. Donc on a la possibilité directement de basculer sur une interface assombrie ou avec carrément du contraste élevé. Bon, nous, on a fait le choix avec Mathieu aujourd'hui de partir sur le principe de présenter dans l'interface par défaut de Teams, mais c'est des petites options un peu sympas. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur Teams, quand on crée une équipe, alors là, je vais en créer une. Hein, je vais créer. Vous avez la possibilité, quand vous créez une équipe, de partir de zéro ou alors de la créer à partir d'un groupe, soit qui existe déjà, soit d'un office group. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que ça va générer de la confusion. Donc là, on va partir. En fait, si je crée à partir d'eux, il va me lister toutes les équipes existantes et je peux très bien me servir d'une équipe comme template. D'accord ? Donc ça vaut le coup. Quand on crée la première équipe pour, je sais pas, pour le service compta d'une structure et qu'on se met d'accord sur une arborescence, sur une mixité de canaux, il est sympa de dupliquer cette équipe pour tous les nouveaux projets qui vont être portés par la compta. Donc c'est par cet intermédiaire-là qu'on le fait. Moi, je vais choisir là pour le webinaire de créer une équipe à partir de zéro. Première option, est-ce que c'est une équipe qui va être privée ou est-ce que c'est une équipe qui va être publique? Alors, une équipe publique, c'est une équipe, comme son nom, il y a une petite description, tous les collaborateurs de la structure Eliade vont pouvoir y accéder à partir du moment où l'équipe est publique. C'est rarement le cas, donc la majorité des équipes qui sont créées sont des équipes de type privé. Donc, je choisis privé, je vais mettre un nom au pif. Hop. Test webinar, une petite description. Il est toujours bon de mettre une petite description afin d'aiguiller les utilisateurs sur l'intérêt de l'équipe. Et surtout, éviter qu'il y ait une multiplication des équipes dans tous les sens. Donc là, il est en train de créer l'équipe. À partir du moment... Bon, déjà, il m'auto-congratule, donc ça, c'est bien. À partir du moment où on crée l'équipe, on peut ajouter des membres. Donc là, je vais tout de suite ajouter Mathieu. Je vais ajouter Marine également. Donc là, je les ajoute, mais je peux ajouter également toute personne externe. Je peux prendre, par exemple, mon adresse personnelle. Et il me dit, tiens, c'est une entrée qui n'a pas d'extension ateliade.fr, c'est donc un invité. Et du coup, il me propose d'ajouter ykernanek@gmail.com en tant qu'invité. On a la possibilité... Donc là, vous voyez, Mathieu, il est membre, je pourrais choisir qu'il soit propriétaire de l'équipe. Marine est membre, je pourrais également choisir qu'elle soit propriétaire. Par contre, sur ykernanek que j'ai invité, je n'ai pas la possibilité de le passer propriétaire. C'est un externe, du coup, je ne peux pas le passer propriétaire. Donc j'ai créé mon équipe, j'ai invité mes différents utilisateurs externes. Je me retrouve ici, donc vous voyez, dans le Teams créé avec un onglet général, avec un canal général. Vous avez toujours le canal général qui est créé. C'est un canal qui est créé par défaut. L'interface ici donc, me présente le fil de conversation. Donc dans le fil de conversation, c'est un peu comme le mur Facebook, hein, pour ceux qui utilisent Facebook. C'est un peu le mur qui reprend les différentes activités qui ont été produites dans le Teams. Petit truc sympa, je vous le montre tout de suite. En fait, dans Test Webinar, vous voyez, j'ai Test Webinar. Donc, je vais pouvoir gérer l'équipe, ajouter un canal, ajouter un membre, modifier l'équipe, obtenir un lien vers l'équipe, bon, plein de petites choses. Si je reclique sur Gérer l'équipe, j'ai la possibilité dans les canaux d'en créer. Donc ça, c'est sympa pour structurer un peu les propos. Hop, je crée un canal collaboration.
je crée un canal. Donc là, il me crée mon canal collaboration. Je vais également créer un canal, par exemple, direction. Et regardez, petite subtilité, c'est quand je crée le canal direction, je peux choisir ici, au niveau confidentialité, que ce canal soit privé. Et du coup, comme son nom l'indique, un canal qui est privé ne contient pas tous les membres qui ont été ajoutés dans le Teams. Ok, vous me suivez? Sur le test webinar, j'ai invité Mathieu, Marine et mon compte externe. Dans direction, je pourrais très bien ne mettre que Marine. Et donc là, vous remarquez à côté du canal qu'il y a un petit cadenas qui s'est affiché. Et du coup, Mathieu n'a pas la possibilité de visualiser qu'il y a un canal direction, n'a pas la possibilité d'y accéder. Par contre, Mathieu étant membre du Teams, il aura accès directement à collaboration. Bon, déjà, c'est une petite subtilité sympa. Ici, on se retrouve donc dans l'interface, ce fil de conversation. Hein, donc, j'ai la possibilité de taper du texte. Hein. Mathieu a également la possibilité de taper du texte dans le Teams, il n'y a pas de problème. Vous avez loisir de le faire. Il y a des petites options un peu sympas qui permettent de jouer sur le format des éléments. On a également la possibilité directement de créer un meeting quand on teste, quand on discute. Donc là, vous voyez, on peut ajouter, on peut bloquer, hein, mais on peut mettre des émo-icônes, des petites animations si on le souhaite. Je vais vous montrer dans les paramètres qu'on peut le faire. Je retourne dans Gérer l'équipe, et au niveau de mes paramètres, je peux choisir de mettre une image pour l'équipe. Je peux jouer sur les autorisations qu'on donne aux membres. Donc, autoriser les membres à créer et mettre à jour des canaux. Si je le décoche, uniquement les propriétaires pourront le faire. Autoriser les membres à créer des canaux privés, c'est la même option. Supprimer, restaurer des canaux. Enfin, vous jouez sur la granularité de droit que vous souhaitez donner aux utilisateurs internes, les membres. Pour les invités, est-ce qu'ils ont le droit de mettre à jour et de créer des canaux? Oui, non. Est-ce qu'ils ont le droit de supprimer des canaux? Oui, non. Bon, ça, je vous garantis. Vous voyez que par défaut, ce n'est pas coché. Et effectivement, c'est des options qu'on ne conseille pas d'activer, à moins qu'on travaille main dans la main avec les externes sur un projet commun. Donc, est-ce qu'on autorise l'option équipe ou nom de l'équipe? En fait, l'option équipe ou nom de l'équipe, c'est quand dans une conversation, on utilise, je vais le faire, hein, comme ça vous allez voir, quand dans une conversation, on utilise l'option on peut directement suggérer, en fait, c'est pour notifier une personne vis-à-vis d'un poste. Donc là, si je mets et que je choisis Mathieu, Mathieu va être notifié explicitement qu'il y a une activité qui le concerne dans le Teams. Bon, c'est un peu de l'usage, ça, il faut adapter un petit peu pour s'y retrouver. Code d'équipe et outils amusants. Donc, les outils amusants, j'en parlais tout à l'heure, on a la possibilité de désactiver les animations, les autocollants. Si on veut se rester dans un cadre strictement professionnel, on a la possibilité de les désactiver. D'accord? Donc, les paramètres, on ne va pas aller plus loin, mais sachez qu'on a plein de possibilités de tuning des permissions qu'on alloue auprès de nos utilisateurs. Au niveau des applications, on a les applications qui vont être disponibles comme étant disponible comme étant interfaçable avec le Teams qu'on a créé. On peut en ajouter ou en supprimer par rapport au groupe qu'on a créé sans aucun souci. Et Analytics, c'est l'utilisation de la plateforme, combien de fichiers sont partagés, les rôles des utilisateurs, qui est actif. C'est un Teams qu'on vient de créer, donc forcément, il n'y a pas une activité dingue. Je vais prendre un autre Teams qui est beaucoup utilisé chez Eliade, qui est Eliade Projet. Vous remarquez qu'on a 19 utilisateurs actifs, qu'il y a 8 applications interfacées, qu'on a déjà partagé plus de 6,6 gigas de données. Les utilisateurs actifs, donc là, vous remarquez que j'ai pas beaucoup d'utilisateurs actifs quand c'est le week-end. Hein. À la limite, c'est pas plus mal. Et l'activité du team sur les 28 derniers jours, donc les messages, nombre de messages et compagnie. Donc un peu d'analytique directement disponible. Bon, c'est toujours un peu sympa de voir l'audience qu'on a vis-à-vis des espaces collaboratifs. Donc je reviens sur mon test webinar. Donc on a vu la notion de paramétrage, on a vu la notion de création de canaux et également la possibilité de créer des canaux privés. Les canaux privés, ce n'est pas une fonctionnalité qui est très ancienne et en fait, tant
quand ce n'était pas disponible au niveau des canaux, les canaux privés n'étaient pas disponibles, en fait, il y avait une multiplication des Teams, parce qu'on créait test webinar, et puis on allait se retrouver à créer un autre Teams, test webinar direction, par exemple, où là, je me retrouvais uniquement avec Marine. Donc, ça a multiplié les espaces Teams, c'est pas forcément intuitif. Du coup, avec la notion de canaux privés, bah, quand il y a un même sujet qui est adressé et qu'il y a un nouveau besoin qui est créé par les utilisateurs, on peut très bien leur créer un canal privé au sein d'un Teams existant. Ça permet un peu de rationaliser le nombre de Teams et du coup l'usage qu'on en fait. Tout de suite dans l'interface, vous remarquez qu'on a la notion d'équipe ici qui est notifiée, mais qui a un invité, que l'équipe contient un invité. Donc vous remarquez, c'est hyper facile au niveau de l'iconographie, au niveau de l'interface, de visualiser les utilisateurs si on est dans un Teams qui concerne des invités ou pas. Donc les fichiers, on a la possibilité d'uploader directement des données, donc de télécharger au sein de l'espace des données. Et si je clique sur charger, je peux aller chercher des éléments, hein, je ne sais pas, je vais aller chercher un playbook par exemple. Je télécharge le fichier au sein du Teams. L'avantage, c'est que toutes les personnes qui sont membres du Teams vont pouvoir accéder au document. Donc là, c'est en train d'être téléchargé. Et à partir de ce moment-là, tous les membres du Teams accèdent à la donnée. Wiki, ici on est dans la notion d'onglet. Hein. Wiki, c'est un onglet par défaut. Donc on peut très bien l'utiliser ou on peut très bien l'enlever. Il n'y a pas de débat. Et on peut ajouter tout un tas d'onglets. Donc les onglets, on peut ajouter des bibliothèques de fichiers, des fichiers Excel, des formulaires, des OneNote, des PDF. On peut ajouter plein de trucs. Par exemple, si on choisit d'ajouter un PDF, lui, il va directement visualiser dans l'espace fichier du Teams le document. Donc là, forcément, si je choisis un PDF et que j'essaye de mettre un PowerPoint, ça ne peut pas marcher. Donc, je vais choisir un PowerPoint. On reprend le nom. On choisit le document. On le publie. Et à partir de ce moment-là, vous avez un nouvel onglet dans le Teams Test Webinar du canal général qui reprend le playbook qui a été directement épinglé en tant que canal. Donc l'objectif de cette possibilité d'épingler des fichiers, c'est systématiquement d'améliorer entre guillemets l'utilisation et l'interface qu'on met à disposition des utilisateurs pour qu'ils aient le maximum d'informations concentrées au sein d'un même espace. OK, donc plein de possibilités d'ajouter des connecteurs. Vous avez même plein de solutions tierces du marché qui sont disponibles soit gratuitement, soit avec une souscription, mais on peut très bien gérer les applications sans aucun souci dans son espace Teams. L'objectif, c'est de créer une structure réfléchie permettant de couvrir tous les besoins du Teams. Je prends un exemple tout bête. On est sur un Teams qui est créé pour, je sais pas, pour être de nouveau compliant au niveau qualité par rapport aux nouveaux standards qui ont été diffusés pour notre activité. On pourrait très bien directement épingler dans le Teams la nouvelle réglementation à laquelle on doit se conformer. L'intérêt, c'est de ne pas systématiquement basculer sur son navigateur pour aller relire le texte de loi ou la réglementation. On l'associe tout de suite au sein du Teams. Quand on a un Teams un petit peu structuré et utilisé, vous remarquez, je vais prendre l'Eliade projet. Donc là, on a plein de canaux. Vous avez la possibilité dans les noms de canaux de mettre des émo-icônes en début du nom ou à la fin du nom, c'est un peu le choix que vous faites. Et pour que ce soit un petit peu plus sympa au niveau du look and feel. Exemple, là, tout bête. Azure, lien utile et doc de référence. Moi, je manage une équipe de consultants. À partir du moment où il y a une information qui est qualifiée ou qu'on trouve pertinente pour les collègues, jusqu'ici, on pouvait envoyer un mail, on pouvait poster dans un espace Yammer, enfin, on pouvait mixer cette info dans plein de choses. Aujourd'hui, en fait, l'intégralité des liens pertinents et des informations utiles que les consultants détectent sont publiés quand c'est sur Azure, sur ce canal. Quand c'est sur Microsoft 365, Office 365, c'est sur ce canal. Donc, l'intérêt, c'est que vous retrouvez une mixité d'informations pertinentes plutôt que de les envoyer par mail ou on les poste ici. Et l'avantage, c'est que tous les membres en profitent. Dans le canal général,
pour ceux avec qui j'ai déjà eu la chance de discuter, vous savez que j'apporte une appétence particulière à l'outil Planner pour organiser les tâches au sein de mes équipes. Donc Planner, moi, c'est ce qui m'a facilité la vie et ce qui me permet, quand je pars en congé, de partir serein, parce que chacun de mes collaborateurs sait ce sur quoi il est affecté, avec quelle échéance et pour quel besoin. Donc on a l'avantage ici dans Planner, on a choisi d'épingler directement le planner de l'équipe dans le Teams de l'équipe. Et ce qui est rigolo aujourd'hui en 2020, c'est que la majorité, en fait, l'intégralité de l'activité du département peut être portée dans Teams. On lance Teams le matin, c'est même l'outil que je lance avant la messagerie, parce que c'est ce qui me permet d'être directement interfacé avec mes collaborateurs, également avec mes clients. Vous voyez, je prends par exemple le Teams Leroy Merlin France. C'est un Teams qui a été créé pour aller gérer un projet de rationalisation Active Directory. Et vous remarquez que dans ce Teams, on a énormément d'invités. Et les invités, en fait, c'est les interlocuteurs qu'on a chez Leroy Merlin pour porter leur sujet. Donc, on communique sur ce biais. On partage dans les fichiers les différents livrables qu'on a constitués. Et tout le monde en bénéficie. OK, donc on peut aller plus loin dans la description de l'interface, mais ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Encore une fois, on est sur un temps contraint. Donc, on va rebasculer sur la présentation PowerPoint pour être à même de poursuivre les échanges par rapport aux apports de Teams, parce qu'on a essayé de les rationaliser et de vous exprimer un petit peu l'intérêt qu'on y voit. Donc, bénéfice fort de la solution Teams, collaboration interne et externe. Pour rappel, nous, en première étape du collaboratif ouvert aux externes, on considère qu'il est beaucoup plus simple de bloquer le partage d'informations sur SharePoint et d'ouvrir des espaces Teams avec des externes. L'avantage, c'est qu'on peut facilement associer une gouvernance vis-à-vis de ces espaces Teams. Aujourd'hui, j'ai 37 espaces Teams ouverts aux externes. Les types d'informations diffusées, c'est ça. Enfin, c'est beaucoup plus facile de faire de la gouvernance là-dessus. C'est flexible parce qu'on peut customiser l'espace Teams pour chacun des besoins de chaque équipe ou de chaque projet. Et à partir du moment où je dirais qu'on est abouti sur une customisation intéressante, pertinente pour couvrir le projet, on va pouvoir se servir de cette customisation comme template pour tous les autres Teams corrélés au même sujet qu'on va créer. Adoption facilitée parce que c'est une interface qui est simple et intuitive, et on peut utiliser les produits Office 365 de manière transparente. On accède à du SharePoint, du OneNote, du Planner, tout un tas d'outils Office 365 directement dans l'interface de Teams. Petit challenge pour rire, je vous ai signifié en intro qu'il y avait beaucoup de codir qui communiquaient par l'intermédiaire d'outils grand public type WhatsApp. Veuillez noter que la fonctionnalité Teams, l'appli Teams sur mobile, permet de couvrir pleinement le besoin de WhatsApp, sauf qu'en plus, on utilise l'identité de la boîte et avec un outil professionnel. Donc, il n'y a plus de fuite d'informations. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Proposez l'alternative Teams auprès des comités de direction pour remplacer le WhatsApp. Ça marche réellement. Ça nous permet de rationaliser l'environnement numérique de travail des utilisateurs et d'embrasser en fait les nouvelles méthodes de travail. On est dans le collaboratif aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer un Teams, de mettre un fichier à disposition et d'échanger sur ce fichier que de multiplier les solutions. Donc on peut en plus challenger des solutions type WeTransfer, Google Drive et compagnie qui sont utilisées par vos utilisateurs de façon spontanée. On utilise Teams et la fonctionnalité de partage disponible dans OneDrive et dans les espaces de fichiers Teams. Et en plus, on peut diminuer l'utilisation des serveurs de fichiers et des dossiers d'échange interne qui n'ont pas forcément la confidentialité nécessaire en fonction des permissions qu'on a posées. Encore liste de bénéfices, la liste de ces bénéfices est longue comme le bras. Donc on peut travailler en tout lieu avec tout type de périphérique. On n'a pas besoin d'être au sein des locaux de l'entreprise pour accéder aux données, on n'a pas besoin de liaison VPN, anytime, anywhere, any device, quel que soit le périphérique utilisé. Veuillez noter que l'expérience Teams sur Mac est très bonne et que l'expérience Teams sur Linux est également très bonne. C'est des clients qui sont disponibles, donc c'est multi-OS. Pour l'IT, gros bénéfice, c'est qu'on peut avoir un
un contrôle permanent sur l'information et sur sa gestion. On peut visualiser ce qui est partagé à l'externe. On a des outils, des scripts qui permettent de faire la photo des éléments qui sont partagés à l'externe et du nombre de Teams ouverts aux externes. Donc ça permet d'avoir une gouvernance sur le sujet. On a une recherche rapide de l'information au niveau des fichiers, des conversations des personnes. On peut réaliser des audits et une mise en place d'alertes avec les centres d'administration par rapport à l'utilisation qu'on a de SharePoint Online, de OneDrive, de Teams. C'est valable également. Du coup, on peut limiter la fuite de données parce qu'on ouvre un canal auprès des utilisateurs pour qu'ils puissent diffuser de la donnée à l'externe. Donc l'avantage, c'est que du coup, c'est le canal qui est utilisé par les utilisateurs et c'est sur ce canal qu'on assure une gouvernance. Okay. Et bien entendu, l'objectif aussi qu'on a, c'est de réduire le nombre d'emails en privilégiant les échanges directs avec les utilisateurs. Donc, on n'a pas, j'ai vu une question ici, y a-t-il besoin d'avoir Teams pour être utilisé en tant qu'invité? Non, et c'est tout l'intérêt de l'outil. C'est qu'à partir du moment où dans un Teams, on invite quelqu'un d'externe, il va pouvoir collaborer avec nous sans qu'il ait besoin de licence, d'accord? Il se connectera sur Teams au sein de l'interface web et il pourra discuter dans le fil de conversation, accéder aux fichiers. En fait, à la première connexion qu'il va produire, son identifiant utilisé va être transformé comme étant un identifiant Live ID, un identifiant Microsoft, et du coup, c'est de cette façon-là qu'on peut collaborer en tant qu'externe sans avoir besoin de licence, ni même sans avoir besoin de Teams. Petite description des fonctionnalités. Donc, les conversations, elles sont classées par date. C'est le principe du fil de conversation permanent. Plus on remonte dans le fil de conversation, plus on remonte sur les conversations antérieures. Intérêt aussi, un nouveau collaborateur vous rejoint aujourd'hui, vous l'ajoutez dans un Teams existant, il va accéder à l'intégralité du fil de conversation qui a été utilisé depuis l'origine du Teams. Donc, ça évite de lui envoyer 117 mails classés comme étant pertinents pour qu'il soit au courant du projet. On conseille, nous, systématiquement, de restreindre la création des Teams. Sinon, au bout d'une semaine, on se retrouve avec des Teams Toto, Tata, Titi, test 32, test 14, test... Non, donc ça, on limite la restriction, on limite la création des Teams. On donne la main, en fait, à des profils d'utilisateurs tagués comme étant contributeurs. L'objectif du contributeur, c'est de dire... Non, Mathieu, je ne vais pas créer ton Teams projet 1732 parce qu'il y a déjà un Teams qui existe, qui parle des multi-projets de la DSI. Je vais plutôt te créer un canal dédié au sein de ce Teams pour que tu puisses collaborer avec tes collègues. Donc, on met la restriction de création. On joue un petit peu sur la structure des canaux, sur la structure des permissions qu'on donne entre les canaux dits publics et les canaux dits privés. D'accord ? Comme ça, on s'accorde sur une certaine structure et on paramètre les permissions qu'on alloue aux membres et aux invités par rapport à la création des canaux, des onglets et compagnie. Donc, c'est un produit qui est libre, dans le sens où on peut ajouter des connecteurs vis-à-vis d'applications extérieures. Ça, c'est ce qu'on souhaite vous présenter, là, c'est une démarche possible d'implémentation de Teams. En fait, on fait la photo aujourd'hui des solutions qui sont utilisées par vos utilisateurs. On projette les usages collaboratifs de votre structure dans Teams. On met en place la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est restriction des créations. Pourquoi pas préfixe ou suffixe, c'est-à-dire un petit peu une nomenclature des normes de nommage auprès des espaces Teams. On produit un pilote par rapport à une population définie. L'objectif du pilote, c'est de visualiser si la projection des usages qu'on a produite est correcte dans votre contexte ou s'il faut l'enrichir. Donc, on produit un pilote, on accompagne spécifiquement les membres du pilote, on mesure le taux d'utilisation et de satisfaction des utilisateurs. C'est induit. Si on lance des nouveaux sujets, des nouveaux outils collaboratifs, mais qui ne sont pas utilisés, ce n'est pas forcément utile. On met à jour les cas d'usage si besoin, et à partir de ce moment-là, on se met d'accord sur un plan de com et un plan d'adoption pour ouvrir le service Teams à tous les collaborateurs de l'entreprise, systématiquement avec de la conduite de changement, de la mesure du taux d'utilisation et de satisfaction. Il est prudent, on part petit, avec des use cases, avec des cas d'usage très précis, et on les enrichit au fur et à mesure.
Quelques retours d'expérience. Donc, ce n'est pas un projet technique, Teams. Il ne faut absolument pas dire aux utilisateurs, regardez, on a un nouvel outil, on va vous former dessus et ça va remplacer d'autres éléments. C'est une nouvelle façon de travailler, Teams. Donc, vous allez voir que quand on pitche bien l'intérêt de la solution, les utilisateurs ont une adhésion rapide. Moi, souvent en clientèle, je visualise le « Waouh, c'est canon, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça ». L'objectif, c'est de faciliter la vie de vos utilisateurs. Hein. Et en fait, de faciliter la vie et au niveau IT, d'assurer une gouvernance sur une plateforme qui est maîtrisée. Il faut que le projet il ait des sponsors forts, il faut que ça descende du haut. Et si on implémente la solution Teams dans votre contexte, mais que le codir continue de communiquer en WhatsApp, il y a un souci. Il faut qu'il y ait des sponsors forts pour qu'ils soient les premiers à s'appliquer à la nouvelle stratégie collaborative pour après la décliner auprès de toutes les populations d'utilisateurs de votre entité. Il nous faut quelques ambassadeurs, quelques key users, quelques champions, quelques angels, hein, les termes sont différents. C'est des personnes qui vont pouvoir justement accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l'outil et servir de référent ou entre guillemets, d'appui pour signifier, ah, tu as créé telle structure dans ton Teams, regarde, moi à ta place, j'aurais peut-être fait ça différemment, qu'est-ce que tu en penses? Le but, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu plus formé vis-à-vis de la solution pour accompagner les utilisateurs. On expose la structure, comme ça évite de multiplier les Teams comme les pains. Hein, donc, on expose la structure. On déploie le client lourd de Teams pour qu'il démarre automatiquement au lancement suite aux ouvertures de session sur les postes. Comme ça favorise l'adoption. Les notifications, le fameux hâte que je vous ai signifié tout à l'heure, on l'utilise hein, quand on souhaite qu'un message soit particulièrement pris en compte par un destinataire dans un Teams, on le notifie, comme ça il est directement, c'est dans son fil d'activité, le message apparaît en grand, enfin il y a plusieurs subtilités d'affichage qui permettent de prendre en compte l'information. Et surtout, on ne se limite pas à une communication ou à une ou des présentations générales pour dire « Regardez, maintenant, on ouvre Teams et bon courage ». On va plutôt donc accompagner la prise en main de l'outil. Voilà pour le PowerPoint. Donc, je sais que j'ai largement débordé du temps qui était alloué, hein, je m'en excuse. On utilise, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions-réponses, donc Mathieu, il était systématiquement sur les réponses à apporter. Maintenant, s'il y a des questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse, comme on a vos contacts, on reviendra vers vous. Et moi, ce que je peux éventuellement vous proposer, pour ceux que ça intéresse, c'est de créer un espace Teams où on invite l'intégralité des membres du webinar, pour qu'on puisse continuer la discussion et rentrer dans des cas d'usage peut-être un petit peu plus spécifiques que vous avez dans vos contextes. Donc, Mathieu va continuer à répondre aux différentes questions, mais dans tous les cas, on va nous les recenser pour que tout le monde bénéficie des questions et tout le monde puisse également bénéficier des réponses à ces questions. On tient à vous remercier pour votre attention et je vous propose qu'on continue les échanges soit en direct, soit par l'intermédiaire du Teams qu'on va vous créer et dans lequel on va vous inviter pour continuer à discuter de ce projet. Petit complément, ce que je n'ai pas signifié, c'est que veuillez noter que quand on crée un Teams, il y a une adresse mail qui est associée à ce Teams et que du coup, on peut continuer quand même d'utiliser la solution mail pour écrire au sein d'un Teams. Donc, il y a une transition qui est facilitée sur la prise en main des différents outils. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochains webinaires qu'on va mener et surtout, n'hésitez pas à accepter l'invitation sur le Teams dédié webinaire qu'on va créer pour continuer les échanges et pourquoi pas mettre à disposition le diaporama PowerPoint plutôt que de vous l'envoyer par mail, ce serait quand même dommage. Vu qu'on vient d'illustrer tous les bénéfices des nouveaux outils collaboratifs. Merci beaucoup. Merci.